si rien ne change? Il faudrait 33 ans pour atteindre la parité dans les instances de décision. Il est temps d'aller plus vite. Accélérons le mouvement. Assises de la parité, le 28 juin 2022. Inscrivez-vous sur assise-parité.com. Eh bien bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle table ronde, ou sur cette nouvelle table ronde devrais-je dire, parce que normalement on s'assoit, on prend place autour d'une table, consacrée évidemment à la parité pour ces troisièmes assises de la parité, édition 2022, avec des personnalités de choix, vous allez les découvrir avec moi. On va parler évidemment diversité, parité, vous allez voir, on va essayer de prendre des chemins un peu moins convenus qu'habituellement. Alors, autour de cette table, Anne Lauvergeon, fondatrice d'ALP, Anne Lauvergeon Partner. Bonjour Anne. Bonjour Eric. Alors, Sybille Lemaire, je suis très heureux également d'accueillir, qui est la directrice exécutive du groupe Bayard, mais qui est ici surtout pour nous parler, alors j'allais dire d'une association vive, mais j'ai beaucoup aimé aussi, là je fais un teasing, vous allez voir, pile poil, vous nous parlerez aussi de votre podcast Oser l'oseille. Osons l'oseille. Osons l'oseille. L'assonance, quels sont ces serpents qui sifflent sur nos têtes. Alors Bruno Berthet, le président du GIM, là on est dans la métallurgie, dans l'industrie. Bonjour à vous, cher Bruno. Dans le dur, bonjour Pierre. Voilà, Pierre Fleck, le CEO, le président du groupe France Bonhomme. Soyez le bienvenu également. Ouais. Et puis, je n'oublie personne, Éric Lallier, bien sûr, le président de Lenovo. Bonjour. Bonjour, on parlera innovation, boîte de tech, parce que là aussi, peut-être que dans l'intelligence artificielle, on a des biais cognitifs qui sont un peu trop masculins et dont les femmes ont beaucoup de choses à dire. On va surtout essayer de les éviter. Oui. Voilà. Et puis, à distance, Pierre Louette, que je salue, qui est le président depuis 2018, je crois, du groupe Les Échos et Le Parisien. Pierre, est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que voilà, Pierre apparaît. Bonjour Pierre, soyez le bienvenu. Bonjour. Alors, je vais commencer avec vous, Sybille Lemaire, parce que parce qu'on prépare les choses, évidemment, on se dit pour essayer de trouver les bonnes questions. Alors, il y a deux tartes à la crème, mais qui sont inévitables. Après tout, les tartes à la crème sont bonnes. Quand on parle de parité, on parle des pourcentages, des managers écriture inclusive, qui sont dans les entreprises, au top, au middle management ou un peu plus bas. Et puis on parle des salaires, et on parle souvent des salaires pour dire il y a un écart qui se réduit pas entre les hommes et les femmes. Bon, il y a une loi qui oblige, mais on parle souvent de salaire, ma chère Sybille, mais on parle peu d'argent, en fait. Et alors, vous m'avez dit un truc qui m'a estomaqué, je ne sais pas si ça va être le cas pour tout le monde. Vous m'avez dit, en fait, ça commence très très tôt, la différenciation garçon-fille, parce que même quand on est petit, on donne plus d'argent de poche à un garçon qu'à une fille. Alors, ce qui est très drôle dans cette étude, c'est que si je faisais l'exercice là aujourd'hui, tout le monde me dirait mais bien entendu non, je donne exactement le même montant à mon fils et à ma fille. Ce n'est pas exact. Il y a déjà 4 euros d'écart dès l'âge de 12 ans et ne cesse d'augmenter au fur et à mesure des années. Donc effectivement, il y a quand même un biais d'éducation qu'on pointe sur la question de l'argent et qui ne cesse d'augmenter. Donc si on veut être positif, puisqu'on est sur les enjeux de la parité, la place des femmes bouge, elle se renforce et ça on peut que s'en réjouir. Mais le chemin encore est un peu long parce qu'il s'avère qu'elle rencontre encore en France aujourd'hui de grandes difficultés à assurer leur autonomie financière et elle rencontre des risques aigus à rester fragile financièrement. Alors, ce qui est souvent, effectivement, ce dont on parle souvent, c'est l'une des raisons qui concourent, qui est bien évidemment les inégalités de salaire entre les hommes et les femmes, mais ce n'est pas le seul facteur, loin de là. Le deuxième facteur, c'est qu'elles ont des temps partiels qui sont beaucoup plus nombreux. Et là aussi, on a un biais en France, c'est qu'on indique le temps partiel uniquement sur la garde des enfants, mais il s'avère qu'on a un phénomène qui prend une ampleur assez importante en France, qui est celui des aidants. Et 72% des aidants en France sont des aidantes. Deuxième phénomène. Elles ont des ruptures professionnelles qui sont plus importantes. Et puis, il y a l'augmentation des familles monoparentales. Et s'il est vrai que nous restons à une moyenne environ de 16-16,5% d'inégalité de salaire entre les hommes et les femmes, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au moment du passage à la retraite, c'est 39 points d'écart entre les hommes et les femmes, 32 points
taux de reversion inclus. Donc effectivement, nous sommes attelés à ce sujet-là en se disant qu'en fait, une question de parité, il va falloir parler franchement d'argent en fait. Vous saviez ça, messieurs, que quand vous étiez plus petit, on donnait plus, président du gym, on vous a donné plus d'argent de poche si vous aviez des sœurs ou des cousines, vous saviez ça ou pas? Alors, je n'avais pas de sœur et ça remonte à une époque qui est tellement lointaine que je pense qu'il y a un biais. Et qui avait pas, et qui avait peut-être pas d'argent de poche. Juste un mot aussi, Sybille, on en reparlera tout à l'heure, mais le osons l'oseille, c'est fantastique. Vous êtes à la fois dans l'air du temps et ça résume bien votre démarche au-delà des fonctions importantes que vous occupez dans le groupe Bayard. C'est là-dessus que vous battez et c'est pour ça qu'on vous a invité aussi ce soir, je crois. Il y a un phénomène, c'est un phénomène qui est assez récent en France, mais qui est très évident aux États-Unis, c'est que je pense qu'il faut parler franchement des choses et que la parité naîtra en fait sur une meilleure expertise économique et financière des femmes qui ont une gestion quand même moins avisée de leur argent. Alors elles gèrent, elles savent très bien gérer, hein, il ne faut pas s'y tromper, mais elles gèrent dans une sphère qui reste encore très domestique et donc investissent encore relativement peu, notamment sur les marchés financiers, ce qui fait que effectivement, ça les précarise financièrement. Donc nous nous attelons à les former, à parler directement effectivement et très franchement d'argent, à remettre ça dans un historique qui laisse quand même beaucoup d'espoir et beaucoup d'avenir. J'allais dire l'infériorité économique des femmes, c'est pas un ressenti, c'est pas une impression, c'est une réalité qui était inscrite dans le Code civil jusqu'en 1965. Donc effectivement, il y a encore peu de temps, il fallait encore demander à son mari l'autorisation d'ouvrir un compte en banque. Absolument. Alors, c'est très intéressant géographiquement comme vous êtes placés, messieurs. Alors, je ne dis pas que l'industrie n'est pas innovante, bien on s'en fout, mais entre le monde de l'industrie, la métallurgie et la tech, les nouveaux, c'est intéressant de vous avoir et de comparer vos points de vue face à cette question de la parité. Mais je voudrais me tourner vers Anne Lauvergeon. Moi, je suis très content. Parce que je suis à un point de synthèse entre la sidérurgie, la métallurgie, l'industrie lourde et l'innovation. Alors là, ma chère Anne, vous essayez de botter légèrement en touche parce que voilà un exemple d'une femme qui a réussi dans un milieu d'hommes. Vous avez eu des vies professionnelles extraordinaires. On s'est connus, vous étiez secrétaire général adjointe, ou même pas adjointe à l'Élysée, sous François Mitterrand, puis patronne d'Areva. Bah, vous, ça vous a pas gêné d'être une femme, vous êtes naturellement imposée. Naturellement imposée, pas du tout, mais je dirais que je suis un petit peu damnée. C'est-à-dire, effectivement, je suis passée d'un monde à l'autre, et dans ces mondes-là, effectivement, c'est les hommes qui dominent. Et c'est encore vrai dans l'innovation, où je suis aujourd'hui, où je suis très heureuse d'ailleurs de les Assises de la parité et lancer un forum start-up, un tremplin start-up de start-up à parité. Mais c'est l'exception qui confirme la règle. Nous sommes dans un monde d'hommes. Majoritairement, et pas seulement quand on parle de digital, pas seulement quand on parle de numérique, quand on parle même pas seulement de techno, en général, les startups sont des mondes d'hommes. Alors, est-ce qu'il faut s'imposer en tant que femme? Oui, je dirais qu'on a une différence de potentiel, pour reprendre un terme un peu mathématique, plus importante, c'est-à-dire qu'il faut prouver plus. Mais une fois que vous avez prouvé, c'est plutôt un avantage d'être une femme parce que vous êtes dans des mondes d'hommes, donc vous êtes repérable, vous êtes repéré plus facilement. Alors, je voudrais faire intervenir Pierre Louette pour qu'on ait aussi quelques chiffres dans un groupe, le groupe de presse évidemment bien connu, le Parisien, Les Échos. Mon cher Pierre, moi j'ai travaillé pour les deux journaux. Alors à l'époque, il y avait plus d'hommes que de femmes, mais j'ai été assez estomaqué de voir le niveau assez élevé d'encadrement des femmes aux Échos. Et puis parlez-nous aussi de cette charte de l'égalité que vous avez signée en 2021 au Parisien. Oui, alors deux choses. Nous, on est dans le travail et vous y avez contribué de la représentation et donc de tentatives de représentation fidèle du monde, mais aussi, moi j'ai essayé de pousser pas mal les rédactions du groupe à être dans la transformation, pas simplement la transformation numérique, la fameuse, mais aussi transformer le regard par la façon dont on écrit et par ce qu'on raconte. Alors, vous l'avez mentionné, ça fait longtemps qu'il y avait une majorité de journalistes femmes dans les rédactions, mais bizarrement, et Anne et tout le monde, et Sybille connaissent bien ça, bizarrement, il y avait une majorité jusqu'à un certain stade, puis ça s'arrêtait, et là, dans l'encadrement le plus élevé, une très forte majorité d'hommes. Donc on a aux Échos depuis 2013, avant que j'arrive à la tête du groupe, d'ailleurs, on a mené des travaux, puis on a fait des avenants en 2016, en 2019, et aujourd'hui il y a vraiment un comptage très précis. C'est assez bestial, on va dire. Moi au début j'étais plein de bonne volonté, j'ai dit bon, on va s'astreindre, se donner des objectifs, et puis on va y arriver.
Et les femmes représentant le collectif des femmes m'ont dit non, mais vous avez là plein de bonnes intentions, mais ça, c'est ce qu'on nous a dit il y a 7 ou 8 ans déjà. Donc maintenant, on veut des quotas. Donc on en a mis en place. Voilà. Quand il n'y a pas d'acte de volition ou de volonté exprimée et traduite en gestes, il faut des quotas. Donc on y est arrivé. Aujourd'hui, les femmes occupent 48% des postes d'encadrement. Oui. Je peux vous dire que chaque nomination est sous-pesée aussi. Et on se dit, ben là, on a un homme vachement bien pour ce poste-là, on va le nommer parce qu'il est bien. Mais on nommera une femme à la prochaine occasion. Un mot, Pierre, sur la charte d'égalité du Parisien aussi, que vous avez mis en place. Alors, Parisien, oui, c'était encore plus compliqué. J'allais en partir d'encore plus loin hein, pour dire les choses. Donc, ça, on l'a fait. On a sensibilisé, formé. Et puis, on a commencé à mettre en œuvre quelque chose qui n'est pas complètement déployé maintenant, mais qui intéressera, je pense, nos auditeurs et nos auditrices. C'est ce qu'on appelle le paritomètre. Alors, paritomètre, le nom est un peu un barbarisme surprenant. Mais moi, ce que Vous savez, je ça peut constate- penser aux gadgets de Pif Gadget quand on était petit. Vous savez, les poissoteurs du Mexique, les pifis, vous voyez, le paritomètre. Oui, c'est intéressant. Allez-y. C'est moins marrant quand même, c'est moins marrant. Et on est un peu une presse moins communiste, il faut le reconnaître, que PIF ne l'était. Mais bon, ces différences mises à Édition part. Vaillant. Le paritomètre, c'est un truc très précieux. Vous avez des journalistes qui écrivent plein d'articles. Ils vont chercher des experts et des expertes. Souvent, ça sera des experts. Parce que souvent, ils vont appeler des gens et les hommes diront oui, oui, je peux vous parler de ça, je suis un expert de ça, il n'y a aucun problème. Alors qu'en fait, on constatera que beaucoup de femmes diront attendez, moi, ce n'est pas ma spécialité, je préfère envoyer à quelqu'un d'autre. Bon. Donc, on s'est dit il faut écrire des articles dans lesquels on comptera et on essaiera de faire en sorte, on n'y est pas tout à fait encore, mais on est sur le chemin, qu'il y ait la moitié de femmes et la moitié d'hommes cités, parce que ça aussi, ça fait partie de la représentation. Si quand on parle de médecine, c'est pas le cas, hein, mais il y avait que des hommes cités, ça donne aux jeunes filles qui voudraient faire médecine l'idée que c'est peut-être pas facile parce qu'il n'y a que des hommes. Bon, voilà, donc ces représentations collectives, il faut les modifier en étant dans le concret et aussi dans ce comptage-là qui est assez particulier. Pierre Par exemple, Louette, est-ce que mon chiffre est bon? Vous avez le droit de dire qu'il est complètement faux. Vous avez vraiment 8 femmes dans votre COMEX sur 15 membres? Ah, c'est pas faux du tout, c'est mon COMEX. Donc non, il y a 15 membres, il y a 8 femmes, effectivement, c'est comme ça. C'était déjà un peu le cas quand je suis arrivé, puis en fait je l'ai renforcé. Moi j'ai nommé 3 directrices générales, donc c'est même pour les hommes c'est un peu compliqué. Alors, je dirais peut-être qu'on va partager ce point, Pierre, et je reviendrai vers vous. Il y a, alors, les quotas. Je vais vous faire réagir, Pierre, sur les quotas, parce que je sais que vous avez des choses à dire. Ça, c'est une façon de rattraper rapidement, peut-être, le différentiel pour aller en direction de la parité. Puis, il y a la formation, puis il y a l'éducation, qui sont un peu plus longs, qui sont un peu plus difficiles à mettre en place, qui demandent un souffle un peu plus long aussi. Mais Pierre, sur les quotas, vous trouvez que c'est une bonne idée? Donc, entre un homme et une femme, à compétences égales, comme il faut des quotas, on prend la femme. Ça vous va ou pas? Un peu la réponse dans la question, non? Non, je la pose Bon, tranquillement. déjà, j'ai la conscience tranquille parce que je culpabilisais en disant combien d'argent de poche je donne à mes enfants. Donc, je suis propre. Donc, ça va, je peux continuer la discussion. Non, au-delà de ça, c'est plutôt, quand on en a discuté, c'est peut-être penser à quelques anecdotes. 2 pour illustrer. La première, vous appelez un chasseur de tête aujourd'hui, vous voulez une femme? Et là, si vous voulez une femme, ça va être très compliqué. Tout le monde cherche une femme. Bon, donc ça c'est une première chose. Je pense qu'on est tous confrontés, qu'on soit homme ou femme, quand on cherche quelqu'un. C'est un vrai sujet pour les chasseurs de tête. Le deuxième sujet, c'est que j'ai eu la chance, je dînais avec, je ne sais plus comment elle s'appelle, la présidente de l'association des femmes qui dirigeait Private Equity à Londres. Et c'était juste avant la Covid. Il m'a dit que c'est l'histoire de quotas, c'est une connerie pure et dure. Moi, je suis contre, etc., etc. Donc, on voit beaucoup de femmes, en effet, qui aussi prennent un peu de recul. Il y a un peu les deux yeux. Donc, je ne suis pas contre les quotas du tout. Je dis un principe de réalité. J'ai 3 femmes au COMEX, supply chain, RH, RSE qui est ici, finance. Donc il n'y a pas d'ambiguïté sur le message que je vais donner. Je dis simplement, il y a aussi des difficultés en tant que manager, je trouve, parfois, à ne tombons pas dans le dogmatisme. Il y a un principe de réalité. Je pense qu'à un certain niveau, et tous aujourd'hui en 2022, enfin je pense, en tout cas ceux qui sont ici, je doute qu'on prenne quelqu'un pour un problème de compétence parce que c'est une femme ou un homme, etc. Je pense qu'elle est compétente, point. Voilà. Donc l'histoire de quota, je prends en effet un petit peu de recul. Chez les novos, on ne prend pas de recul, on est plutôt favorable aux quotas, si j'ai bien compris. Effectivement, et moi j'ai 3 filles, donc c'est difficile de savoir si effectivement j'étais plus généreux avec elles que les garçons. Mais moi je suis plutôt en faveur effectivement des quotas, alors non pas pour rajouter des objectifs, ou en tout cas un quota chiffré, mais plutôt pour se donner des objectifs. Et de faire en sorte, et ça a été très bien dit juste avant, de ne pas attendre 7 ans ou 10 ans et de continuer à en parler et de se dire finalement, donnons-nous un objectif qui peut être assimilé à un quota et de se dire, et c'est ce que l'on a fait chez les Novos en France, de se dire, mais
attendons pas 7-8 ans et on se donne un objectif pour se dire en fin 2023, eh bien, on aura atteint la parité. Et ensuite, comme on est tous dans des entreprises, quand on se donne un objectif, le but c'est de le réaliser. Et ensuite se décline un certain nombre de plans d'action. Et effectivement, il faut un plan d'action. Alors après, c'est pas très agréable parce qu'il faut mettre des chiffres, il faut compter et ainsi de suite. Mais derrière, ça détermine beaucoup d'activités et de faire en sorte que ces activités se mettent en place pour favoriser justement la parité, également l'inclusion. Et en se donnant cet objectif, si on ne se le donne pas, on passe à côté ou en tout cas on Alors, perd du avant de temps. donner la parole à Anne et à Sybille sur la question des quotas, j'ai vu aussi que chez les nouveaux, ça m'a beaucoup surpris, enfin ça m'a surpris, je trouve ça intéressant comme démarche. Je ne sais pas si c'est votre RH qui dit, en fait, pour qu'une femme se sente bien dans l'environnement de l'entreprise, il faut en gros 30%, un minimum de 30% de femmes pour qu'elles ne souffrent pas du fameux syndrome de l'imposteur que soulignait Pierre Louette tout à l'heure. Hein. C'est-à-dire que les femmes osent moins, se sentent moins compétentes dans une société quand même largement patriarcale, en tout cas en France, hein, c'est pas le cas en Afrique. 30%, c'est ce chiffre. Alors, c'est pas forcément notre RH chez les nouveaux qui le dit. Non, C'est plus des analystes ou d'accord, des d'accord. analystes qui existent sur le marché, effectivement, qui dit au-delà de 30%, il y a plus ce syndrome d'isolement ou de solitude. Et c'est un vrai impact parce que le poids est suffisamment important. Et on est aujourd'hui à 40% d'effectifs féminins chez les nouveaux France. On n'y est pas encore, mais je pense, et on n'a pas attendu 40% pour que les femmes aient une voix et soient bien représentées. Et ou en tout cas, 23% de managers sont femmes chez les nouveaux. alors et c'est là où on doit 30% progresser. au ouais. comité de direction. Ouais, Donc là, ouais. vous avez un petit gap de 7 points là, quand même, à Exactement, rattraper. Hein. exactement. Ouais. Et c'est là où on a des actions de fond pour justement avoir des femmes qu'on a du mal à trouver, et c'est ce qui vient d'être évoqué sur le marché, pour recruter des femmes dans des postes de directeurs. Et ça fait partie aussi des actions parallèles qui existent. Toutes les femmes qui sont dans l'effectif de Lenovo, il faut avoir l'ensemble des programmes pour qu'elles restent chez Lenovo, qu'elles se développent chez Lenovo et qu'elles soient prêtes pour ce type de poste dans 2 ans, 3 ans, 5 ans. Anne et Sybille, rapidement, vous avez entendu petite critique légère des quotas. Anne et Sybille sur ce sujet. Oui, alors d'abord, je veux dire, je ne sais pas si c'est 30%, je ne sais pas si c'est 20%, si c'est 40%, mais c'est vrai que les femmes en très forte minorité, moi j'en ai une certaine expérience, tour de table, il y a 2 femmes, il y a un sujet sur la table. D'abord, les hommes vont être beaucoup plus politiques en moyenne, c'est-à-dire qu'ils vont attendre de voir un petit peu comment l'histoire tourne. Les femmes, elles vont être beaucoup plus, en général, directes, c'est-à-dire qu'elles vont répondre à la question posée. Et ce qui est toujours, enfin c'est une expérience que j'ai vécue un certain nombre de fois et que j'ai vu vivre par d'autres femmes, c'est qu'elles apportent ce qu'elles pensent être la réponse au problème. Et puis ça continue à tourner. Et puis un homme va redire les mêmes choses de manière beaucoup plus sophistiquée et certainement plus complète peut-être, mais c'était l'idée de la femme initiale. Alors vous avez le choix de dire, ben attendez, c'est moi qui l'ai dit, ou alors de dire rien et d'attendre que ça passe. Donc ça, effectivement, lié à une certaine quantité critique de femmes, je pense que c'est important pour ne pas être... bon. Alors les quotas. Les quotas, c'est très ambivalent. C'est-à-dire pour moi, un quota, c'est la chose qu'il faut mettre en place quand tout le reste a échoué. Parce qu'un quota, vous remplissez un quota, quelque part, c'est potentiellement un peu humiliant. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes là parce qu'il fallait remplir le quota ou est-ce que vous êtes là parce que vous êtes la bonne personne en tant que telle? Donc, je crois que faire des quotas immédiats, ça n'a pas grand sens. Ce qu'il faut effectivement, c'est se donner un temps suffisant pour trouver les ressources en interne, les ressources en externe qui permettent d'aller vers la parité. Mais le quota immédiat, le quota de derrière les fagots comme ça, je trouve que ça ressemble un petit peu à ce qui se faisait dans les années 80 à Hollywood. Il fallait, tout d'un coup, ils avaient décidé qu'il fallait 10% Oui. Ou dans les facs américaines, Anne. d'afro-américains. Ou dans les parce qu'on facs dit pas on ne américaines. dit pas de noirs, Ou dans les facs américaines, où des quotas ont été mis en voilà. place. Et donc, on le voyait de manière très artificielle et quelque part un peu choquante. Bon, je pense que effectivement, la société française a eu du mal à bouger. Tout ça a été très long. Moi, je suis d'une génération qui est arrivée. Moi, je pensais naïvement en arrivant que le boulot avait été fait. Et ayant été dans des disciplines scientifiques, bon, maths sup, maths spé, vous avez très peu de femmes, les concours encore moins. Mais je me disais, c'est parce que les femmes ne veulent pas faire ça. Je me disais pas que... Et c'est en découvrant le monde professionnel que j'ai découvert mon premier entretien d'embauche. Le gars m'a expliqué que la place des femmes était à la maison. Donc voilà. Bon. Alors ça a évolué, Sybille. ça a évolué. Mais enfin, il y a encore du travail. Sybille Lemaire, parce que je veux absolument donner la parole à notre ami. Un mot sur les quotas, et puis je voudrais aussi qu'on parle de formation
d'éducation, parce que ça, c'est un vrai sujet. Un mot sur les quotas. Donc, il en faut, il n'en faut pas. Vous êtes une femme, vous êtes pour les quotas en faveur des femmes? Non, mais il faut dire que je reviens de loin parce que moi, j'ai grandi dans une famille avec 5 frères, Oui. sans sœurs. Donc la notion des quotas, c'est quelque chose de très très tangible chez moi. Donc ça vous apprend à courir vite, mais ça vous apprend surtout à avoir ce que Anne soulignait, la notion de temps de parole et la difficulté à être entendue, et qui, je pense, effectivement, est quelque chose dont les femmes, effectivement, souffrent beaucoup. Euh, pour les quotas, je suis d'accord avec ce qui a été dit en général, pas de nouveauté là-dessus. Par contre, je pense qu'il sera très difficile d'obtenir une parité au travail s'il n'y a pas une parité à la maison. Je pense qu'il devient de plus en plus compliqué, notamment au lendemain de la période Covid que nous avons tous vécue, que de ne pas en fait rassembler les deux sujets qui ont tendance à être généralement opposés. La réalité des faits nous inviterait tout de même à rassembler ce sujet-là. Olivier Berthet, alors temps de parole, prenez le vôtre, hein, parce que là pour l'instant vous écoutez beaucoup. Alors, Exactement. alors quand on a préparé le truc, j'ai été fasciné par votre première intervention, la réponse à la question que je vous ai posée. Vous m'avez dit on a besoin de femmes dans la métallurgie. On a besoin de femmes pour des tas de raisons. Et alors on a creusé un peu le sujet. L'image de métier où il faut une force, tout ça est en plus derrière nous, parce que les métiers sont beaucoup robotisés. Et puis vous avez aussi cette métaphore, je trouve géniale. Vous dites, en fait, nous, on ne cherche pas des stars, on cherche à travailler en équipe, et les femmes sont extrêmement bonnes pour travailler en équipe. Absolument. Alors en fait, on cherche, pour être très honnête, on cherche des hommes et des femmes. Et la problématique de base qu'on a dans nos métiers, c'est une question d'attractivité, c'est d'avoir plus de talents qui sont attirés par l'industrie. L'industrie qui aujourd'hui est pénalisée par une image probablement un petit peu ancienne, alors qu'elle a beaucoup évolué et que la place est grande ouverte. Donc nous cherchons des hommes, nous cherchons des femmes, qui paraît-il sont à peu près la moitié de l'humanité, voire même un petit peu plus. Donc elles sont les bienvenues. Et dans les images effectivement totalement passéistes de cette industrie, il y a l'usine à la Zola où la force physique prime surtout, ce qui effectivement peut rebuter un certain nombre de jeunes filles. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas, ce qui ne veut pas dire que certains postes le sont encore, mais la multiplication de la cobotisation, notamment, ou d'aide l'installation de postes de travail beaucoup mieux étudiés, a finalement largement résolu ce problème-là. Donc, pour revenir sur les quotas, si vous permettez, moi je pense, enfin je rejoins tout à fait ce que disait Anne il y a un instant, c'est probablement la pire des solutions, mais qui malgré tout est quand même extrêmement pratique si l'on veut donner une exemplarité. Parce que s'il n'y a pas d'exemplarité, s'il n'y a pas des exemples, les jeunes filles ne seront pas attirées. En fait, 50 ans après la possibilité pour les jeunes filles d'accéder à l'école polytechnique, rares sont les écoles d'ingénieurs où il y a plus de 20% de jeunes filles dans une promotion. Et en fait, ce nombre a diminué avec les dernières réformes de l'enseignement parce que les jeunes filles... Ah, vous voulez dire les maths optionnelles? Exactement. Ça, c'est une erreur. Alors, pour nous, oui. oui. Pour nous, oui, bien sûr. Jean-Michel. Bien sûr. Et puis, moi qui dans le passé ai fait un peu de maths, je ne peux que vous dire que c'est une erreur. Bien sûr. Bah oui, parce que évidemment, déjà, Anne Lauvergeon soulignait le fait, et ça, c'est le principal, enfin oui, l'un des principaux goulots d'étranglement, c'est que dans les grandes écoles d'ingénieurs, Polytechnique, Centrale, les mines, etc., vous avez quoi? Vous avez 5, 7, 8% de filles. Un peu plus, un peu moins de maintenant. 20, entre 15 non, ça dépend des écoles. Ça dépend des écoles. Si c'est en moyenne. Et moi, je dirais qu'il y a aussi un problème de rôle modèle, c'est-à-dire que d'exemplarité. D'exemplarité. Moi, je suis présidente de l'école des mines de Nancy depuis 15 ans. Et ben, on arrive à 26%. Donc, je veux dire, quand les jeunes filles, les femmes voient que c'est possible, elles viennent. C'est-à-dire qu'il faut vraiment incarner Mais rendre les maths choses. optionnelles, c'était une erreur, Anne. Ah, c'était une erreur totale. Moi, je l'ai dit à l'instant T, je l'ai dit après, je le dis maintenant. Enfin, c'est aberrant, surtout que c'est les enfants des milieux les plus modestes qui ne savent pas effectivement quels sont. Bon, aller faire géopolitique en seconde, j'aimerais bien savoir sur quel métier ça débouche. Je pense qu'il y a une chose de cas qui est rassurante, c'est que je crois que toutes les études montrent, plus il y a de femmes dans les boards, plus il y a de femmes dans les comités exécutifs, plus les entreprises sont performantes. Je crois que c'est une étude qui date un peu, mais déjà d'une dizaine d'années, je crois que c'est une étude Harvard. Donc on n'a pas d'ambiguïté sur l'objectif. Là au moins, c'est d'une grande efficacité sous la notion de diversité, mais ça va au-delà des femmes.
Je pense que la question, c'est plutôt du comment on y va. Et vous prenez, il y a le mélange culture. Moi, j'ai la chance de vivre 2 fois en Italie et en Espagne. En Allemagne, il n'y a encore pas si longtemps que ça, les femmes qui travaillaient, on les appelle les corbeaux. Vous allez en Italie, vous regardez le conseil d'administration, la composition du conseil d'administration des boîtes italiennes, il ne reste plus beaucoup de grands groupes italiens. C'est rare de trouver des femmes à part celles qui servent le café. Donc il y a l'élément culturel, vous Donc dire, il y a un Pierre. élément culturel. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller là-dessus, mais il y a une réalité de principe de culture, et je pense que ça passe en effet par l'éducation très tôt, la notion de modèle, on voit, on se projette. Et puis vous avez les industries, je ne connais pas la métallurgie, moi je suis dans la construction, ça ne fait pas non plus rêver beaucoup de femmes. Donc il y a un certain nombre de choses qui font, encore une fois, la finalité, on sait que c'est plus efficace, c'est plus agréable, on est plus dans le développement, plus dans le partage. Au moins, il y a de la visibilité. Je pense qu'il faut communiquer là-dessus. Pierre Louette, vous êtes toujours avec nous, j'espère. Vous écoutez avec intérêt ce débat. Est-ce que, pardonnez-moi, mais je me suis souvent posé la question quand j'étais en presse écrite. J'avais le sentiment, parfois en lisant des papiers rédigés par des femmes, que la façon de mettre en avant une information était parfois différente, avec une sensibilité différente que celle que moi je pouvais utiliser pour traiter la même information. Est-ce que j'ai rêvé, je rêve à ma jeunesse qui est maintenant derrière moi, ou bien ça a une réalité? Moi, non, je peux pas confirmer ça. Je ressens pas ça. Je pense pas qu'il y ait un traitement différent. Il y a des choses qui sont différentes. Par exemple, nous, on a des études sur le lectorat et on sait que les femmes lectrices vont lire plus de rubriques que les hommes. Donc, c'est un lectorat très intéressant pour nous parce qu'on mesure ça très précisément. Et donc, on sait elles ont un champ de lecture qui dépasse strictement le job, mais qui va un peu plus loin. Juste 2 choses, parce que malheureusement, je suis absolument obligé de filer pour recevoir des gens au journal, là. Mais juste 2 choses sur ce que j'entendais avant. Sur les quotas, moi, j'ai vraiment vécu toute l'application de la loi Copley-Zimmermann. Je suis entré chez Orange en 2010 comme secrétaire général, 2011, et après, on a fait vivre cette loi-là collectivement. Et je suis absolument convaincu que s'il n'y avait pas eu cette loi, il n'y aurait toujours pas 40-45% de femmes dans les conseils. On a recruté, par exemple, Muriel Pénicaud, c'était pas complètement une erreur. On a recruté Christelle Heidemann, c'était pas visiblement une erreur non plus. Enfin voilà. Donc des femmes plus jeunes, des femmes qui ne seraient pas apparues. Il y avait un entre-soi absolument évident, il faut se le dire. Donc là, le quota a eu son intérêt, et le quota qui venait après une absence d'efficacité de la bonne volonté manifestée par les uns et les autres. Et puis la deuxième chose aussi sur les quotas, moi ça me fait marrer quand j'entends des femmes aujourd'hui qui disent « je suis contre les quotas ». Quand c'est arrivé pour elles, ou quand elles ont réussi à s'en sortir toutes seules, souvent elles disent maintenant non, ce truc est trop bête, seuls les mérites doivent prévaloir. C'est un petit peu égoïste et c'est un petit peu short-sighted, comme on dirait en Angleterre, où est la dame du venture capital. Puis dernier point aussi que je voulais ajouter, parce que ça c'est super intéressant pour tout le monde, et Anne Le Vergeon connaît ça à mon avis par cœur aussi, c'est que moi j'étais beaucoup dans le venture capital, on a dans le venture des statistiques très fortes qui réconcilient l'intérêt financier et l'équité. C'est-à-dire qu'une équipe dans laquelle il y a des femmes va utiliser beaucoup mieux l'argent qui lui est confié qu'une équipe dans laquelle il n'y a que des hommes. Elle va en dépenser moins, elle a un taux de succès supérieur et donc un taux d'efficacité des capitaux employés supérieur. S'il fallait motiver les gens, voilà une stat qui, à mon avis, est tout à fait parlante. Merci beaucoup, Pierre Louette. Bonne réunion. Anne Vergeon, ALP, vous confirmez, vous êtes beaucoup plus efficace que vos concurrents totalement masculins, alors? Oh ben on n'est pas, nous on est dans un business model tout à fait original, donc on se compare pas, hein. Justement, on a été créatifs, on est sorti des sentiers battus. Donc les femmes sont plus créatives, ce que vous nous disons. Décidément, oui. Peut-être, mais pour revenir à ce que disait Pierre tout à l'heure, moi j'ai eu une expérience assez rigolote, c'est-à-dire, et je ne croyais pas vivre ça un jour, je me suis retrouvée dans un conseil où nous avons dû chercher des hommes. C'est-à-dire que les femmes faisaient plus de 60% de la composition du conseil. Et là, je me suis dit, waouh! Et c'était un conseil en plus très particulier où tous les comités, en général, qui restent quand même, mine de rien, des bastions assez masculins dans les statistiques, c'est clair, tous les comités et les présidences de comités étaient féminins. Donc, c'était comme une sorte de miroir de la réalité d'il y a 10-15 ans, où les hommes étaient les seuls et prévalents. Voilà. Alors, Olivier Berthet, il y a la question des quotas, mais on en parlait aussi. Vous avez vu qu'Elisabeth Borne a prolongé le dispositif de l'apprentissage en aidant les entreprises qui prennent des apprentis. On sait qu'on avait beaucoup de retard par rapport à l'Allemagne, avec, je crois, 8 000 € pour un jeune et 5 000 € pour un adulte en position d'apprenti. Bon, globalement, ça ne coûte pas grand-chose à l'entreprise la première année. Et on se disait, mais pourquoi est-ce que l'État n'affinerait pas un peu son dispositif et parmi les jeunes apprentis, mettrait pas un peu plus d'argent en matière de défiscalisation ou d'aide financière pour les femmes que pour les hommes? C'est une autre façon, en fait, c'est pas du quota.
j'avais cette idée, vous m'avez dit, tiens, il faut en parler. Alors, je ne suis pas sûr que ce soit très facile de faire passer ça de Oui, manière réglementaire. constitutionnellement, je sais Parce que pas. Oui, 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 Voilà, oui, mais enfin, vous savez, je la pense qu'on pourrait y Constitution trouver quelques- a bon dos en ce moment, vous l'avez remarqué. Hein, bon. L'idée de fond est probablement intéressante parce Voilà. que ça introduirait effectivement un biais d'une autre manière que d'aller chercher des niches fiscales supplémentaires. Donc l'idée mériterait d'être creusée, même si je pense que telle qu'elle est formulée, elle est irréaliste. Le fait d'avoir des apprentis, est quelque chose qui est de plus en plus répandu. Alors qui reste malheureusement minoritaire dans nos métiers, une fois de plus. On essaye d'être beaucoup plus proactif, d'aller chercher des filles, mais finalement on voit émerger des très beaux cas exemplaires. Et par exemple, le champion du monde aujourd'hui de la soudure dans les World Skills, les Jeux olympiques des métiers de l'industrie, est une femme. Sibylle. Moi, je suis très sensible aux facteurs d'éducation, évidemment, parce que je parle aussi depuis Bayard. Je pense il est très difficile pour les jeunes filles de devenir ce qu'elles ne voient pas. Donc, effectivement, il y a une question de Donc représentation, l'exemplarité. l'exemplarité. Oui. Ensuite, je pense que c'est moins une question, alors c'est à la fois une question d'éducation, mais c'est aussi beaucoup une question d'orientation. Parce que c'est au niveau du choix de l'orientation qu'effectivement, il y a un biais. Et c'est à la fois sur leur choix professionnel, notamment parce qu'elles vont s'orienter sur des métiers qui sont plus difficiles, d'où effectivement ensuite des difficultés financières. Elles surpondèrent notamment sur les métiers de service, à 70-80%. Et que je pense qu'il y a une question d'orientation qui doit se poser, qui est souvent posée sur une question, et je reprends vraiment le parallélisme entre la sphère professionnelle et la sphère domestique, où il me semble très difficile de les dissocier, c'est qu'elles prennent des risques moins importants sur leur carrière professionnelle, et que donc elles vont faire, en fait, il y a une répartition des tâches. Et dans ce système de répartition des tâches qui est issu de nos éducations encore très prégnantes, il y a une répartition du temps de travail entre les hommes et les femmes, et notamment avec une surpondération sur les temps partiels pour les femmes, de la même manière qu'elles ont une gestion moins avisée de leurs finances, puisque les finances sont réparties dans le couple de telle manière à ce que ce sont très majoritairement les hommes qui s'en occupent au défaveur des D'où femmes. Osons l'oseille. D'où Osons l'oseille, je voulais Allez, reboucler. allez, dites-nous ce que c'est, Osons l'oseille. Allez. C'est un podcast qui va être lancé quoi Oh, mais dans... non, en fait, on a lancé un média qui s'appelle Vive Vive, Média, qui est très concrètement sur Femmes et Argent, Oui. comme vous l'entendez. Et en fait, nous avons décidé de créer un podcast qui sort demain Demain. Bon, et voilà, qui c'est pas s'appelle loin. Osons Dans l'actu, l'oseille. hein. Je vous Dans invite l'actu. à le télécharger, il est gratuit. Bon. Alors, les nouveaux, c'est de la tech. Alors, je voulais vous parler d'un sujet, Eric, on dit que maintenant, quand on répond à un appel d'offres, la question de la diversité, elle vient très rapidement. Alors, la parité, c'est une question, c'est une partie de la diversité. Mais celle-ci, est-ce que vous constatez que pour avoir une chance dans un appel d'offres de séduire le client, il faut, par définition, être bien avec cette question de la parité? Et c'est très bien parce que c'est maintenant systématique. Tous les critères de la RSE. C'est systématique. C'est systématique, oui. Dans tous les appels d'offres, il y a alors un pourcentage, ça dépend en fait des entreprises lorsqu'elles réalisent l'appel d'offres, mais de 15, 20, parfois au-delà, qui est lié à OS de la RSE et également à la partie environnementale. Et c'est systématique. Donc c'est stimulant. C'est nécessaire d'avoir un plan, d'y travailler, d'avoir des résultats, et c'est ce qui fait avancer tout le monde dans le même sens et dans le bon sens. Alors, je pensais aussi à ça, et j'en ai parlé tout au début, j'aimerais vous entendre là-dessus. Je parlais de ces fameux algorithmes et de l'intelligence artificielle. Bon, il y a des algorithmes de recrutement qui ont été historiquement, parce qu'il y a plus d'hommes que de femmes, travaillés par des hommes, mais pas par des femmes. Donc on se dit, là, il y a forcément un biais, parce que si on ne retient que ces algorithmes sans en travailler d'autres, dans lesquels on inclut des femmes, par définition, votre algorithme, il va avoir tendance qu'à recruter que des hommes. Et on va reculer de 20 ans, hein, si ça se passe comme ça. Donc on a un certain nombre d'initiatives, et d'ailleurs on en est assez fiers en France parce qu'elle vient de la France chez Lenovo depuis quelques années, où on a un groupe qui s'est constitué, qui s'appelle Femmes et Intelligence Artificielle, qui monte jusqu'au plus haut de l'entreprise, qui rayonne sur 180 pays dans le monde quand même, mais qui, avant de développer, avant de concevoir des produits, intègre justement l'ensemble des critères de la diversité et de l'inclusion, pour éviter effectivement qu'on fabrique une machine qui ne reconnaîtra que la voix d'un homme, ou qui ne répondra qu'à un homme, juste pour être aussi simple que ça. Et ça fait partie des engagements du plus haut jusqu'au plus bas, et il faut que ça
démarre et que ce soit vraiment par le plus haut de l'entreprise pour que ce soit effectivement, encore une fois, l'affaire de tous dans l'entreprise et de fabriquer des technologies, mettre des technologies à disposition sur le marché qui ne soient pas exclusives. Il faut qu'elles soient le plus inclusives possible et tous ces critères-là doivent être dans les algorithmes que l'on développe. Sinon, ce sera quand même catastrophique. Mais ça veut dire qu'on est capable de repérer ces biais cognitifs qui sont différents chez les hommes que chez les femmes. On les repère facilement parce que pour essayer de... Non, mais c'est le but de l'intelligence oui, artificielle, mais c'est la oui, profondeur d'accord. des Mais si données. l'intelligence artificielle, elle est exclusivement ou beaucoup plus développée par des hommes que par des Mais femmes, c'est bah, vous avez justement un le cas. Il problème. ne faut pas qu'elle soit Eh développée que oui. par des hommes. Il faut qu'elle soit développée par des hommes, par des femmes, par des gens du monde du handicap, avec un certain nombre qui intègrent l'ensemble des critères de la diversité. Sinon, encore une fois, on va avoir des biais. Et puis, comme c'est une intelligence artificielle qui progresse au fur et à mesure de l'acquisition de données, elle va devenir de plus en plus exclusive. Donc, il faut vraiment le faire dès le début et avoir ce garde-fou en permanence pour faire en sorte que tous les critères, toutes les datas que l'on collecte fassent et nourrissent cette intelligence artificielle. Sinon, encore une fois, on passe à côté du Pierre Fleck, sujet. dans la construction chez France Bonhomme, la question qu'on se pose là, parce qu'on parle beaucoup de parité, c'est aussi la difficulté qu'ont pratiquement tous les secteurs en ce moment de recruter. Vous avez vu, on parle d'un déficit de chauffeurs de car pour la rentrée, de difficultés à recruter des chauffeurs VTC pour concurrencer les taxis. Est-ce que vous, là, en ce moment, dites-nous franchement, au-delà de la question de la parité qui forcément vous intéresse, sinon vous ne seriez pas là, est-ce que votre difficulté là pour demain et après-demain, c'est pas celle tout simplement de recruter des gens? Oui, alors ça, c'est pas un sujet que homme-femme. On cherche aujourd'hui 80 personnes. On peut dire que c'est un sujet de marque employeur. Je pense que c'est un sujet qu'on a beaucoup. Hein. On cherche du monde. On a du mal à trouver du monde. 80 personnes, on est très local, très régional, très sociétal, entre guillemets. Donc, c'est même pas un sujet homme-femme. Je pense qu'il y a ce projet de recrutement, mais ça, je pense que c'est lié. J'entendais parler d'apprentis tout à l'heure. Connaissez un peu la main, je pense que ce n'est pas un sujet de femme-homme, c'est un sujet qu'en France, si vous n'avez pas fait votre bac ou si vous n'avez pas fait une très grande école, c'est une catastrophe. Demandez à un ministre aujourd'hui si son enfant doit faire d'apprentissage, il va un peu rougir. Donc il y a aussi un sujet culturel, il y a aussi, alors qu'en Allemagne, des apprentis, moi j'avais 2 personnes qui passaient leur temps à chercher les bons apprentis. Donc il y a tout un modèle différent. L'apprenti est quelque chose dont on est fier. Alors qu'en France, je ne vais pas généraliser, mais il y a beaucoup de sujets apprentis, vous êtes un peu raté et j'ai pas eu mon bac. Bah alors que non, vous avez des 90-95% formations ont très un bac. valorisantes, les compagnons du devoir et autres. Enfin, je veux dire, ça reste des formations Je ne vous dis valorisées pas qu'il n'y a rien, je dans vous dis plein de qu'il y a une secteurs. différence d'approche qui est quand même la réalité que l'on voit. Enfin, je sais pas. Il reste effectivement un petit traînage et une revalorisation de l'apprentissage qui est probablement indispensable encore aujourd'hui en France, malheureusement. Et à 10-12 ans, en Allemagne, votre carrière scolaire, en tout cas, elle est faite, vous n'avez pas le choix. Donc, et ce n'est pas pour autant que c'est un drame si vous bifurquez sur l'apprentissage. D'ailleurs, il y a de nombreux PDG du DAX allemand qui sont passés par l'apprentissage au début. Regardez les Oui, mais conseils vous avez une d'administration en tradition de France. l'apprentissage en Allemagne qui est quasiment historique par Oui, rapport à la France. d'accord, mais On a énormément de retard, enfin on en avait. Vous pouvez vous retrouver membre d'un conseil d'administration du DAX ou même PDG du DAX. Il y a 2-3 PDG du DAX. Il y a un PDG allemand en France. Aujourd'hui, c'est le seul d'un droit de coopter en bourse. Je ne suis pas là pour le défendre, mais il est fait l'université de Dortmund. Si vous demandez aux gens où est Dortmund ici, je ne suis pas convaincu que beaucoup de gens savent où sont Dortmund. Donc il y a tout un sujet d'éducation de processus où on ne tombe pas dans une caricature. Je pense que le sujet qui se pose, au-delà du recrutement, apprentissage ou autre, c'est le rôle de l'éducation. Et en effet, des enfants qui grandissent, quel modèle ils voient? Et aujourd'hui, tout est permis. Donc je pense que une jeune fille, une jeune femme ou un jeune homme, ça ne doit pas être une question qui doit se poser. Et je pense que nous, on a une responsabilité d'exemplarité, chacun avec nos contraintes. On est plus avancé, moins avancé. Il y a un cadre qui avance. Je pense qu'il faut être très optimiste, il faut être confiant. Il y a des inepties, j'entends là tout à l'heure, avec 39% d'écart, salaire. Enfin, il y a des choses qui sont absolument aberrantes. Il faut se battre pour ça, mais ça va quand même globalement dans le bon sens. Je pense que c'est vraiment tout petit, très jeune, où il faut également, au niveau de l'éducation, il me semble, intervenir, expliquer très en amont, mais expliquer aussi la partie économique. En France, on ne nous apprend rien sur l'économie, si ce n'est que c'est tabou, que l'argent c'est pas bien, qu'il faut surtout pas être entrepreneur, etc. Donc il y a tout un sujet, je pense, très tôt qu'il faut impliquer, il me semble. Non, je suis tout à fait d'accord. Et bien évidemment, je ne peux être que d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je voudrais juste rappeler que tout de même, il y a 100 000 cas de seniors qui sont en recherche d'emploi aujourd'hui en France. Donc aussi, dans la question d'éducation, je voudrais effectivement éviter qu'on l'associe systématiquement du côté de la jeunesse, parce que on parle beaucoup d'emploi des seniors et on a quand même
on a un taux d'emploi qui est inférieur de 10 points par rapport à la moyenne européenne, hein, rappelons-le, et 50% des personnes qui passent à la retraite en France sont déjà plus dans l'emploi. Donc on a une vraie question de ce côté-là et on a un vrai foyer de recrutement de ce côté-là. Mais ce qui veut dire qu'on arrête de parler d'emploi des seniors, mais d'employabilité des personnes. Et ça veut dire qu'on doit aussi engager une transformation dans les entreprises et assurer une formation en continu des personnes. Mais quand on parle de parité, mesdames, et le point est très important, je trouve, enfin moi c'est le sentiment que j'ai peut-être tout faux, hein, mais on parle de parité, vous voyez, on dit, mais et vous dans votre COMEX, il y a combien de femmes? Et vous dans le middle management, il y en a combien? Et vous dans la top? Mais on parle jamais ou très rarement des femmes, des jeunes filles qui vont être apprenties dans des métiers extrêmement moins valorisés. Et si j'osais la provocation, mesdames, je dirais que vous en parlez jamais ou rarement. Sibylle, Anne. Non, moi Vous parlez beaucoup des femmes apprenties. Vous êtes un exemple à vous toute seule, ma chère Anne, mais il y a plein de femmes, de jeunes filles qui peuvent aussi être valorisées en étant apprenties. Je pense, cher Eric, que ce procès est un mauvais procès. Bon, alors, je c'est pas un m'explique. procès, c'est Je une m'explique. petite, Il a fallu. typique. Bon, il y a 20 ans, il y a 30 ans, le fait que les femmes puissent être aussi capables que les hommes dans n'importe quelle fonction n'était absolument pas évident. C'est-à-dire, moi, je me souviens, à lui et même pour ne pas le citer, le jour où Laurence Parisot a été candidate, il y avait que des hommes sauf moi. Et le discours, c'était non, mais elle n'aura jamais la capacité, elle n'aura pas la force, elle n'aura pas les nerfs, elle Surtout n'aura qu'elle pas la arrivait capacité derrière de Ernest Antoine résistance. Sellière, si ma mémoire est bonne. Hein. Oui, non, Oui. elle va craquer. Et tout d'un coup, il y en a un qui a vu quand même que j'étais là. Non, mais c'est pas Anne, c'est pas toi. C'est pas Toi, t'es moi. la dame de fer. Mais non, mais là, mais non, bon. Donc, il y avait l'idée que les femmes n'étaient pas capables d'aller au top. Bon, ça, je pense que on a à peu près réglé ce problème-là. Après, il a fallu régler le problème. Puisqu'elles sont capables, pourquoi elles n'y sont pas? Donc, essayons d'en mettre un peu plus. Et maintenant, quand on regarde effectivement l'ensemble des sujets, on a besoin des femmes partout. Et on en a besoin. C'est Oui, ça ce que vous disiez. l'expression. Oui, C'est oui. pas, Oui, c'est on en a pas une besoin. forme de tiens, les femmes revendiquent telle ou telle chose. C'est la société qui a compris, qui a pris en compte le fait qu'on avait Mais besoin Anne, des je vais femmes poser la même dans toutes question les à Sibylle. fonctions. Mais Anne, quand même, vous êtes au comité de direction des mines Nancy. Vous n'êtes pas au comité de direction des Compagnons du Devoir. Non, mais j'ai beaucoup travaillé avec les meilleurs ouvriers de France, Oui, qui est aussi oui, bien sûr, bien sûr. à dominante Mais ça, vous le dites rarement. masculine. Mais ça, vous le dites rarement, je trouve. Mais parce que vous ne me posez pas la Ah bah question. si, je vous la pose là. Mais Je voyez, vous la donne. Sibylle, je vous fais la même réflexion. On parle beaucoup de femmes qui ont réussi et de la parité dans cette sphère-là, mais il faut penser aussi à toutes ces jeunes femmes qui ont besoin aussi d'être valorisées au travers d'un apprentissage qui peut les porter extrêmement loin, que ce soit dans la ferronnerie d'art, dans la pâtisserie ou ailleurs. Pourquoi est-ce que des femmes qui ont réussi professionnellement, finalement, me semble-t-il, n'en parlent pas suffisamment? Parce que je pense qu'on le fait assez naturellement. C'est comme Anne. Moi, je suis très engagée auprès de Force Femmes, hein, qui est une association qui est sur la recherche d'emploi pour les femmes de plus de 45 ans. Et effectivement, vous avez peut-être raison. Peut-être que par biais, nous n'en parlons pas suffisamment, mais il y a beaucoup de systèmes associatifs, Femmes de Bretagne. On travaille beaucoup avec Marie-Éloi, notamment sur notre média, pour avoir un maillage territorial extrêmement important et pas uniquement effectivement sur les grandes villes. Mais vous pointez quelque chose, oui, je prends note, effectivement. Et moi, je C'est pas un rajouterais mauvais autre, point. je Mais parce rajouterais qu'on a autre tendance chose. à dire que pour parler des femmes, il faut qu'elles réussissent. Vous avez dit qu'il fallait des exemples. Ben, il faut leur donner aussi des exemples à Ah, mais un nous le autre faisons. niveau. Ouais. Bon, Mais je rajouterais autre chose. Il n'y a pas que les femmes non plus des pays comme la France. Il y a toutes les femmes du reste du monde. Moi, je suis une des fondatrices du Women's Forum qui a dans l'idée, effectivement, de promouvoir les femmes et le fait que les femmes se connectent entre elles, parlent plus entre elles, etc. Les réseaux sont quand même un domaine plus masculin que féminin, entre femmes de pays émergents, pays en développement, pays développés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement non plus le fait de la reconnaissance du rôle des femmes dans un pays comme le nôtre. Il y a un problème, on parlait en Europe, c'est très hétérogène, entre l'Europe du Nord, l'Europe du Sud, l'Allemagne, on est dans une situation très différente, et puis le reste du monde. Et parler des problèmes concrets, ça aide énormément entre nous. Effectivement, dans des tas de sujets, avec des tas de problématiques différentes. Moi, je pense que le message qu'on peut passer, c'est possible. C'est possible. En fait, il y a des générations de femmes
qui ont été dans des milieux ou qui sont dans des milieux où on leur dit ça n'est pas possible parce que tu es une femme. Mais vous Bon, avez parce aussi que t'es plein de une fille. sociétés, Anne, Bah, si, c'est possible. en Afrique qui sont matriarcales, où l'homme, en fait, est un peu débordé. Par exemple, en Côte d'Ivoire, Oui, ce mais sont enfin, les femmes qui font du business. C'est les femmes qui bossent aussi. Oui, hein. mais je suis d'accord. Mais vous voyez, c'est une société matriarcale, c'est-à-dire que c'est pas du tout le même rapport entre les hommes et les femmes. Messieurs, je vais vous donner la parole pour terminer. Je suis pas très parité. Un petit mot de conclusion parce qu'ensuite, il me reste 33 secondes, très rapidement. Olivier. Non, je crois que très rapidement, effectivement, ce qui est important, c'est d'ouvrir les possibles. Pas de rendre des éléments obligatoires, mais de rendre les choses possibles. Message très positif, je trouve que ça va dans le bon sens. Par contre, je pense qu'il faut descendre plus bas dans la hiérarchie, être plus dur, entre guillemets, pour favoriser et éviter les excès qui existent plutôt en bas de l'échelle. Je pense que plus on monte dans l'échelle aujourd'hui, plus il y a d'acceptation. Très positif. Très rapidement, on progresse et c'est possible. Voilà, bah, mesdames, messieurs, merci beaucoup. Je pense qu'on a échangé directement. En tout cas, moi, j'ai toujours des questions qui me viennent à l'esprit. Merci beaucoup. Et ces troisièmes assises de la parité continuent avec d'autres débats. Merci beaucoup.